Je ne pense pas, si vous voulez, que la démocratie puisse fonctionner dans un système plurinational et plurilinguistique. Je veux dire, il y a historiquement la démocratie, mais c'est des choses pratiques. Moi, je suis anthropologue, je suis dans les mœurs, je suis pas dans les théories politiques, etc. La démocratie, c'est le débat. Et le débat, il ne peut avoir lieu qu'entre des gens qui parlent la même langue, un minimum. Enfin, je veux dire, il y a des exceptions, comme la Suisse, mais en Suisse, ça donne quand même un gouvernement où tous les partis politiques participent au gouvernement. C'est très particulier. Donc, je pense que par principe, l'Europe, en tant que système organisé institutionnellement, etc., ne peut pas être démocratique. C'est pour ça que je ne suis pas tellement indigné. Et je préfère avancer, en fait. Je préfère acter le fait. Vous voyez, on a une heure d'émission. Comment ? Non, allez-y. Mais non, je veux dire, si on est sorti de la démocratie, je veux dire, moi, je suis historien. Je veux dire, je vais pas rester là à dire c'était mieux quand j'étais jeune. Donc, je trouve ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ça se développe. Et donc, ça se développe d'une façon extrêmement bizarre, c'est-à-dire par un système non démocratique, oligarchique, qui semble avoir perdu même sa raison d'être. Moi, je suis fasciné par le comportement de l'Allemagne. On soupçonne l'Allemagne de toutes sortes de projets. L'Allemagne, il y a certainement des projets économiques, elle a une volonté de captage démographique de population dans l'Est européen parce qu'elle a une démographie trop faible pour sa base industrielle. Mais là, on est en train de constater qu'effectivement, l'Allemagne n'a plus d'armée, qu'elle n'a aucune envie de régner. Elle reste l'Allemagne. Mais vous voyez, et donc on voit ce système qui se dilue. Alors, le comportement de la France, là, on peut revenir sur la France, et je veux dire, la dissolution de l'identité nationale revendiquée par Alain, d'ailleurs, qui dit qu'il est européen avant d'être français. Pourquoi pas ? On a le droit, en fait. Chacun ressent ce qu'il veut. Mais la dissolution de la conscience d'être la classe dirigeante d'un pays qui a une histoire comme la France me paraît quelque chose de stupéfiant. Vous voyez ? Mais ça existe. Et simplement, il faut comprendre. Alors moi, j'ai des hypothèses qui vont, en fait, au-delà des problèmes de la guerre d'Ukraine et qui sont plutôt associés à l'accélération, je dirais, de l'intégration financière du monde. Par exemple, j'étais très intéressé de voir dans je ne sais plus quel bouquin, là, je commence à voir les problèmes de noms propres à mon âge, par la façon dont la Suisse est devenue moins importante relativement en tant que zone de protection de l'argent des riches qui fuit les contrôles fiscaux. Mais la Suisse, c'était un paradis fiscal européen, d'une certaine manière. C'était notre paradis fiscal. Et donc, les choses qui m'intéressent et sur lesquelles je réfléchis, c'est sur la façon dont les paradis fiscaux, qui sont plutôt situés dans la sphère anglo-saxonne, je pense aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, à Malte, à Gibraltar, et tous ces coins-là, sont devenus très importants pour les riches du continent européen et de l'Europe proprement dite. Je me demandais si certains ne sont pas, avec l'accélération d'Internet, je me demandais si une partie des classes supérieures et des riches d'Europe, qui auraient dû constituer une oligarchie européenne, n'ont pas été un peu prises au piège de la défiscalisation dans le monde anglo-américain et ne se sont pas intégrés par ce biais aux classes supérieures anglo-américaines. À la main, qu'est-ce que vous voyez, voulez... je suis loin de la guerre d'Ukraine. Est-ce que vous voulez répondre ? Il y a beaucoup de choses, à la fois sur l'éloignement de l'Europe du peuple et sur l'intégration des classes dirigeantes au monde anglo-saxon. Donc moi, je milite pour le retour d'une centralité de la Suisse comme paradis fiscal en Europe, parce que ça serait la liberté de nos classes dirigeantes. Après avoir pas concédé, dit la communauté de vision sur les États-Unis que j'avais avec Olivier Todt, j'ai pas continué sur la suite de son propos liminaire. On peut penser ça des États-Unis et on peut penser que le modèle européen qui existe, à mon avis, et qui n'est pas mort, et je vais vous en donner des tas d'exemples. Et même dans le rapport de force avec les États-Unis.
En matière de réglementation des GAFA, qui est chef de file aujourd'hui? C'est l'Europe. Et les États-Unis, heureusement sous l'administration Biden, qui a nommé une femme assez étonnante à la tête de la Federal Trade Commission, suivent. Qui vient de prendre une décision qui n'est quand même pas qu'une simple piqûre d'épingle à l'encontre de Facebook, qui s'appelle désormais Meta? C'est l'Europe, à travers son porte-parole, qui était la CNIL irlandaise, 1,2 milliard d'amende. Qui considère que, d'une certaine façon, le là en matière d'équilibre, pouvoir et contre-pouvoir à l'intérieur d'un système est donné par l'Europe? C'est évidemment la vision de ce qui se passe. Alors après, quelle est la part de démocratie pure, c'est-à-dire directe, dans un système aussi compliqué? Elle est par nature faible. Troisième élément sur l'Allemagne. Oui, l'Allemagne est devenue un pays scandinave, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un pays qui échappe à l'espèce de tropisme historique qu'a été le sien. Qui s'en plaint ou qui s'en plaindrait? Je pense que l'Europe ne peut se construire qu'avec une Allemagne faible. Cette Allemagne faible, en effet, elle se manifeste à plusieurs égards. Faible par sa démographie, faible par des choix économiques relativement malencontreux, faible par le fait que la dépendance à la Chine peut avoir des effets négatifs, et faible même dans son acceptation ou sa manière de se positionner dans le monde, est faible enfin par sa surbureaucratie, qui fait que quand le chancelier Scholz dit « on change d'époque, le Zeitenwende », il ne se passe rien, parce que l'Allemagne est tellement bureaucratique qu'elle n'est même pas capable de mettre en pratique la politique ou le changement militaire qui a été fait en mettant 100 milliards dans un fonds dont il n'arrive pas à dépenser quelques milliards. Donc c'est pour ça que si l'Allemagne était très forte, il n'y aurait pas de construction européenne possible, me semble-t-il. Et dernier élément sur l'Allemagne, rappelez-vous ce que Mme Merkel a dit quand elle est revenue du sommet de Taormine, qui était sa première rencontre avec Trump. Elle était en campagne électorale et elle a fait le lendemain un meeting où elle a dit « Je n'ai appris qu'une chose à Taormine, nous devons, nous, Européens, compter sur nos propres forces ». Ceci me ramène à ce que je crois être le risque, qui ramènera la nécessité d'une unité stratégique européenne. Mais là, on est dans un moment où elle n'a pas de sens. M. Trump avait mis fin à l'article 5 de l'OTAN, qui est l'automaticité de la solidarité. Biden l'a rétabli. Mais il risque de s'arrêter dans une deuxième présidence Trump. Donc nous devons être prêts à bâtir cette forme d'identité, et je ne pense pas du tout que ce soit un abandon, et je pense que la relative faiblesse allemande fait que nous pouvons, nous Français, jouer un rôle qu'autrement nous aurions du mal à jouer. Emmanuel Todd. Alors moi, j'ai une vision complètement différente. Je suis presque surpris d'être pris dans un débat sur l'avenir de l'Europe ou l'existence de l'Europe, parce que j'avais complètement intériorisé l'idée qu'en termes de projet, elle n'existait plus du tout. Je veux dire, c'est-à-dire que, parce que la guerre la laisse de côté, et j'étais dans une sorte de problématique, mais pourquoi a-t-elle disparu aussi facilement? Pourquoi se laisse-t-elle embringuer dans cette guerre qui est contraire à tous ses intérêts? Pourquoi est-ce que l'Europe, maintenant, se mêle du conflit entre la Chine et Taïwan? Je ne savais pas que Taïwan faisait partie de nos responsabilités stratégiques. J'essayais de comprendre, mais ce qui suggère une non-conscience. Et puis les projets européens, en fait, il n'y en a plus. Je veux dire, l'Europe, elle est confrontée à un certain nombre de crises. Et quand on dit que l'Europe va faire quelque chose, je me marre, parce que quand on dit ce problème va être réglé par l'Europe, on sait qu'il ne va pas être réglé, ou que ça va prendre encore plus de temps. Moi, quand j'ai entendu l'Europe va s'occuper de sa politique d'armement et se concerter, j'ai imaginé Poutine rigolant, avec la certitude que l'Europe n'allait rien faire. Ça doit lui arriver assez rarement par le temps qui court. Bon, c'est un autre débat. Mais
Et je pense que c'est toujours cette forme logique, on se dit, pourquoi est-ce que l'Europe, dans un tel état, je dirais, de déliquescence, d'absence de projet, de vide, etc., accepte de se laisser entraîner dans cette guerre qui est contraire à ses intérêts, en fait. Je veux dire, la rupture entre l'Allemagne et la Russie, recherchée par les États-Unis d'ailleurs, a été une véritable catastrophe économique. Si l'Allemagne rompt avec la Chine, on ne sait même pas si elle survivra en tant que puissance économique. Mais je pense qu'il faut renverser et se dire, peut-être c'est pas malgré que, mais parce que. C'est-à-dire que comme l'Europe n'existe plus en tant que projet, comme il y a une véritable angoisse qui monte de cette absence de projet, de cette vaporisation du projet européen dans les classes dirigeantes, alors même qu'effectivement les peuples ont été matés. Je dis, est-ce que la guerre finalement n'est pas un projet ? Est-ce que ce n'est pas une solution en fait ? Est-ce que si l'Europe, aspirée par cette guerre, n'espère pas y retrouver une raison d'être ? En tout cas, ça permet de ne s'occuper de rien de sérieux. C'est-à-dire qu'il y a le méchant Poutine, qui, ça a presque été dit par Alain, qui polarise nos énergies, notre attention. L'Europe a enfin un problème qui pourrait l'unifier, mais la vérité, c'est que il y a en Europe même une aspiration à la guerre. Alors, c'est une aspiration d'un genre assez particulier, parce que c'est une aspiration à ce qu'il y ait une guerre à laquelle on participe en envoyant des armements, mais où on ne se fait pas tuer quand même. C'est tout à fait nouveau dans l'histoire du continent. Cette idée d'une guerre par procuration, où on est du bon côté de la justice, mais où on ne produit pas de héros, en tout cas par quelques mercenaires en quantité exagérée. Et donc, moi, je pense qu'il y a une interaction entre cette guerre et le sentiment et la disparition du sentiment européen. C'est ça qui est rendu. Et donc, dans ce cas-là, si on a ce modèle, on comprend pourquoi l'Europe s'est donnée à l'OTAN. Si elle n'existe plus, il n'y a rien à donner. L'Europe avait déjà perdu sa virginité. Non, mais Emmanuel postule quelque chose qui fait qu'il oublie, par exemple, ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid. Tout le monde a pensé que l'Europe allait exploser sur la crise du Covid. Et l'Europe, non seulement n'a pas explosé, mais s'est renforcée. Alors après, on peut chercher les motivations. Chacun le fait avec ses arrière-pensées. Pourquoi à un moment, Mme Merkel bascule et accepte un fonds de solidarité économique totalement contraire à la doxa allemande? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'à un moment, le marché unique, dont l'Allemagne a tiré un grand profit, mais c'était quelque chose d'accepté dès le départ, était menacé. Il était menacé par les tensions que connaissait l'Italie. Qui a pensé à l'époque que face à un problème nouveau, cette Europe soi-disant lente irait aussi vite jusqu'à une politique commune d'approvisionnement en vaccins? Elle a été menée. Donc, d'une certaine manière, tout le monde crie haro sur le baudet, mais tout le monde est ravi de tirer parti de la capacité que donne l'existence d'un marché de 450 millions de consommateurs. Pourquoi, je vous ai cité tout à l'heure l'attitude vis-à-vis des GAFA, pourquoi l'Europe existe? Parce qu'en l'occurrence, elle est à la fois un marché, ce qui est attirant, et une régulation, ce qu'elle a inventé. Bon, de ce point de vue, il existe un modèle européen. Alors, bien sûr, l'Europe fait, au fond, une guerre très particulière, comme les États-Unis, c'est la même, puisqu'il n'y a pas d'envoi de soldats américains, mais notre histoire a été parsemée de formes diverses de non-intervention intervenantes. Et donc, de ce point de vue, je pense que... Alors là, je rejoins Emmanuel, la menace poutinienne est quelque chose qui amène les Européens, d'une certaine façon, en dehors de l'acceptation de l'ombrelle temporaire de protection américaine, de se serrer les coudes. Alors bien sûr que Poutine ne menaçait pas la France et probablement pas l'Allemagne, pour une raison tout à fait simple, c'est qu'on peut penser que l'Allemagne est dans la zone de protection de notre force de frappe. Ça, c'est un débat tout à fait intéressant qu'on n'a jamais. Chacun sait que
la force de frappe est destinée à défendre les intérêts vitaux français. Les intérêts vitaux français, ils ne s'arrêtent pas à Strasbourg, chacun le sait bien. J'aimerais beaucoup savoir, dans les cartes des états-majors, si Berlin participe de nos intérêts vitaux, ce que je crois, et si Varsovie figure, ce dont je suis moins sûr. Bon, ça, c'est d'une certaine façon... Quand la guerre est à nos portes, la France, par le simple jeu de sa force de frappe, retrouve une position tout à fait particulière. Et je pense qu'on ne la joue pas assez parce qu'on ne veut pas créer, en employant le mot nucléaire, des émotions vibrillonnantes dans une Allemagne où les Verts sont partie présidente de la coalition de gouvernement. Et a fortiori aussi pour des raisons de politique intérieure, vu le verdissement du discours français. Mais au contraire, pour une fois, notre atout stratégique à nous, Français, est réapparu dans ce jeu. Au fond, il y a deux voitures européennes. Une voiture économique, le conducteur est allemand, le passager est français. Alors Emmanuel va me dire, il est à la place du mort. Mais donc j'anticipe sa remarque. Non, c'est très bon. J'aurais jamais eu la présence d'esprit de le dire. Merci. Mais sur le plan stratégique, le conducteur est français et le passager pas à la place du mort non plus, et l'Allemagne, et le sera a fortiori avec des États-Unis qui s'éloignent. Moi, je crois vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, que les États-Unis ne sont redevenus un pays occidental que temporairement. Je pense que c'est un pays-monde, et qu'un pays-monde a une autre carte. Voilà, mais... Moi, je trouve, quand même, j'aimerais pouvoir dire... Il est très sympa de dire je suis d'accord avec Emmanuel. J'aimerais être en situation de pouvoir dire la même chose. Dire je suis d'accord avec Alain, mais j'y arrive pas en fait. J'ai jamais l'occasion, alors que je suis plein de bonnes intentions. Mais en ce qui concerne, je crois que l'un des problèmes qu'on a en France quand même, c'est que sur ce discours sur l'importance stratégique de la France. Alors l'arme nucléaire, on l'a, c'est vrai, mais honnêtement, quand moi je fais de la géopolitique à plein temps, si on peut dire, et je passe plutôt mon temps dans des livres écrits en anglais et partie anglo-saxon, en fait on n'existe plus. Je veux dire, la France n'existe plus. L'Allemagne existe. Mais, parce que malgré tout, ce qui existe en Europe, c'est la puissance économique. Et l'Allemagne, je veux dire, au début, il était très clair que... l'Amérique, l'une des raisons de la guerre en fait actuelle, c'est que l'Amérique ne voulait pas d'une Europe sous domination allemande. Je me souviens, l'une des préoccupations fondamentales stratégiques des Américains, absolument explicite, c'était d'empêcher l'espèce de coordination, de complémentarité qui était en train de s'établir entre l'industrie allemande et les ressources énergétiques russes. Parce que, je veux dire, le rapprochement de l'Allemagne et de la Russie, ça aurait été de fait à terme l'expulsion des Anglo-Américains du continent européen. Et ça, c'était quelque chose d'inconcevable. Et donc, en ce sens, la guerre d'Ukraine a été une merveilleuse opération, dans un premier temps, pour les États-Unis. Et bien entendu, le sabotage du gazoduc Nord Stream, dont tout le monde fait semblant de se demander qui l'a fait, c'est super drôle, dont on sait depuis Seymour Hersh, etc. À la limite, moi, je n'avais même pas besoin de données pour savoir qui l'avait fait. Les Américains ont fait péter le lien qui associait, ou qui potentiellement associait la Russie à l'Allemagne. Donc vraiment, il y a quelque chose l'Allemagne est au centre des préoccupations américaines, empêcher l'Allemagne et la Russie de se rapprocher, mais vraiment la France ne compte pas dans ce... On ne la voit pas mentionnée. On la voit pas mentionnée. C'est comme si... Mais pourquoi est-ce qu'on se raconte qu'on existe quand on n'existe pas ? Emmanuel a tenu deux propos contradictoires, puisqu'il nous a fait une description que je partage en partie de la faiblesse allemande, et soudain on retrouve l'Allemagne bismarckienne au cœur de Il a dit que sa force était relative, mais était plus importante que celle de la France. Les deux propos étaient un peu excessifs, mais les deux descriptions qu'il
a donné de l'Allemagne au début de notre débat et à la fin du débat donne le sentiment d'avoir affaire à deux pays différents. Bon, je crois que... Les Allemands se demandent eux-mêmes, quelquefois, s'ils ne sont pas deux pays différents. Mais c'est vrai. Donc c'est assez profond, cette remarque. Non, mais je suis d'accord. L'Allemagne a sur ce qu'elle est une interrogation lancinante qu'elle n'a toujours pas. Qui suis-je ou vais-je, qui remonte très loin et qui se manifeste à nouveau et qu'elle n'a pas traité, évidemment. Mais je pense que le propos qu'on n'existe nulle part, c'est pas vrai. Si on était plus fort économiquement, on existerait davantage. Évidemment que un pays affaibli par sa dette voit malgré tout même sa puissance nucléaire relative atteinte. C'est une certitude. Le problème français aujourd'hui, c'est un problème de mettre fin à un endettement qui a été destiné uniquement à maintenir notre modèle social à un niveau très élevé et au-delà de nos possibilités. Ça, c'est la vérité. Et c'est là-haut, de ce point de vue, l'euro qu'Emmanuel ne voulait pas a été un formidable cadeau fait à la tentation française de vivre à crédit. Je veux dire, ça c'est sûr. Ça y est, j'ai trouvé l'occasion d'être d'accord. C'est la bonne surprise. Je pense que c'est devenu ça. C'est devenu ça l'euro, mais c'était pas le projet. Non, c'était pas le projet. Le projet de l'euro, ça c'est vrai. Je suis content. Puisque je développe. On termine bien. Puisque je suis d'accord. Vas-y. Je développe. C'est que l'idée de l'euro, c'était d'être sérieux comme les Allemands au départ, de s'imposer une discipline de fer qui oblige l'industrie à monter en qualité, etc., pour affronter une monnaie forte ou plus forte que naturelle. Donc c'était un projet d'autodiscipline. Mais dans la pratique, c'est devenu un truc qui permet de plus financer, de financer avec laxisme ses déficits extérieurs et de faire n'importe quoi et de se laisser aller complètement. On est d'accord ? Oui, pour l'essentiel, oui, je l'ai dit. Voilà. Mais pourquoi ça s'est produit ? Pour une raison que j'ai dite. Parce que les Allemands n'ont plus aucune influence sur la politique monétaire de l'Europe. On revient à ce fait que l'Allemagne, une voix, Malte, une voix. Et il y aurait, je crois que quand même, il faudrait, quand on essaie d'analyser un processus historique, bon, il y a toujours une tentation de rationaliser le comportement des acteurs, d'imaginer que les gens qui gouvernent, qui nous gouvernent ou qui gouvernent les peuples d'à côté, savent ce qu'ils font, qu'ils sont lucides. Et donc, en fait, non. Donc, si on prend l'Allemagne, par exemple, il y avait une contradiction complète entre le fait d'essayer de s'étendre en Ukraine, ne pas avoir d'armée et s'associer et devenir dépendant des Russes sur le plan du gaz. Donc en vérité, il n'y a pas de politique cohérente de l'Allemagne. Mais plus généralement, les États-Unis ou les Occidentaux, je veux dire, il y a... alors moi, je ne sais pas si la mondialisation est heureuse ou malheureuse. Je vous laisse... ça dépend des clients. Ça dépend des gens. Mais au point où on en est, le processus de la mondialisation a fait apparaître une absence de réflexion à long terme des élites occidentales et américaines tout à fait stupéfiante. C'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir continuer de dominer le monde militairement, l'idée américaine, en se débarrassant de son industrie, en délocalisant, en se débarrassant de sa classe ouvrière, en faisant produire une quantité invraisemblable de choses en Chine, était une idée folle. Et donc on se retrouve maintenant dans cette espèce de conflit titanesque entre l'Ouest et, bon, on peut l'appeler l'Est, où cet Occident dominateur, mondialisé, moderne, informatisé, Internet, etc., le premier, c'est venu de là, se retrouve dans l'incapacité de produire suffisamment d'armement pour l'Ukraine, en déficit industriel complet. Mais comment est-ce qu'une classe dirigeante a pu se mettre dans cette situation ? Comment est-ce que les États-Unis ont pu se mettre dans une situation où maintenant il y a des rapports de divers instituts, dont la Rand Corporation, qui s'inquiètent de la capacité de l'industrie américaine à fournir des armements ? Donc l'hypothèse d'une rationalité et d'une intelligence des classes dirigeantes, il faut absolument s'en débarrasser. C'est le problème. Je pense que c'est le problème des gens de gauche.
des gens de gauche ou d'extrême gauche, ils pensent qu'il y a un pilote dans l'avion, ils pensent qu'il y a des gens en haut qui nous exploitent et qui savent ce qu'ils font. Mais c'est même pas vrai. Je crois qu'on a compris l'idée. Alain qui a souvent d'ailleurs défendu les experts. Vous avez peut-être une minute pour conclure, Alain. Je suis désolé, cette émission est vraiment... Vous avez pris les commandes, je dirais, de l'avion, mais c'est pas grave. C'était très... Vous aussi, Emmanuel Todd, vous êtes pas mal dans votre... C'était très bien, mais concluez, Alain. Mais je suis pas en total désaccord avec ce qu'a dit à la fin Emmanuel Todd. L'histoire progresse à contre-pied, toujours à contre-pied. Et on est dans un moment où ça se reproduit à nouveau. Et d'ailleurs, les États-Unis, c'est pas la première fois. Je veux dire, le temps qu'il a fallu aux États-Unis pour entrer dans la guerre en 40, l'ambiguïté qui entoure Pearl Harbor, la stratégie de Roosevelt pour forcer son opinion publique à entrer dans la guerre, la tentation américaine d'isolationnisme, dont on n'a pas parlé, parce qu'il y a les deux aspects, elle n'a jamais été aussi forte qu'en 40. Et il n'y a pas de meilleur livre que The Plot Against America de Philip Roth. Qu'est-ce qui serait passé si il dit Lindbergh, mais ça aurait pu être le candidat républicain, avait été élu. Donc en effet, l'histoire avance à contre-pied. Eh bien, ce sera la conclusion de... Moi, je peux dire un truc. Vous avez 10 secondes. 10 secondes. Hein. Je suis très heureux d'avoir vécu amicalement un désaccord total. Eh bien, on était heureux également de vous écouter. Et puis, on pourra peut-être... poursuivre la conversation dans une autre émission parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On n'a même pas parlé du Brexit, mais c'était tout de même passionnant. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre. Merci à tous, à bientôt.